secrétaire général et président Tolam a prononcé un discours au sommet de l'avenir des Nations Unies qui s'est tenu à New York, aux États-Unis. Gravement touché par la tempête numéro 3, le secteur agricole mobilise les ressources pour soutenir la reprise des industries de l'élevage et de l'aquaculture. Face au risque de glissement de terrain, la province de Cao Bang continue d'évacuer d'urgence les résidents des zones dangereuses vers les lieux sûrs. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au journal francophone. Dimanche soir, le sommet de l'avenir des Nations Unies a eu lieu à New York, aux États-Unis. Le secrétaire général du parti et président de la République, Tolam, à la tête d'une délégation vietnamienne de haut rang, y a participé et a prononcé un discours contenant plusieurs messages importants. Tout de suite, compte rendu. Prenant la parole lors de la session plénière, le secrétaire général du parti et président Tolam a affirmé que l'intelligence humaine a transformé le monde. Cependant, il a noté qu'elle est également responsable du changement climatique, des épidémies, de l'épuisement des ressources et des armes de destruction massive. Soulignant que les choix actuels façonneront l'avenir, le haut dirigeant vietnamien a plaidé pour la promotion de l'investissement, de la recherche médicale, de l'éducation et de la formation, de la transformation numérique et de la transformation verte. Nous sommes confrontés à une opportunité historique d'amener le monde dans une nouvelle ère et meilleure ère de développement, de justice sociale et de prospérité. Le Vietnam salue les documents adoptés lors du sommet et espère que leur contenu sera mis en œuvre de manière drastique et efficace. Nous espérons que l'ONU, avec son rôle central et coordinateur, et les organisations internationales continueront à apporter des contributions plus concrètes, plus efficaces et plus fortes à l'objectif de prévenir les menaces qui pèsent aujourd'hui sur un développement rapide et durable du monde. Le Vietnam s'engage à contribuer activement et efficacement aux efforts communs visant à édifier un monde de paix et de développement équitable pour une vie prospère et heureuse pour l'humanité. Le sommet de cette année a adopté à l'unanimité le Pacte pour l'avenir, le Pacte numérique mondial et la Déclaration sur les générations futures. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a salué cette adoption comme une étape historique et un appel à l'action urgente pour protéger l'humanité et la planète. À l'occasion de sa participation au sommet de l'avenir et au débat général de haut niveau de la 79e Assemblée générale des Nations Unies à New York, aux États-Unis, le secrétaire général du Parti communiste et président Tolam a rencontré le 22 septembre le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Vatican. Les deux parties ont salué les développements positifs dans les relations Vietnam-Vatican, avec notamment la présence d'un représentant résident du Saint-Siège au Vietnam depuis cette année. Les deux dirigeants ont déclaré que le maintien des échanges de délégations de haut niveau et le mécanisme de réunion du groupe de travail conjoint Vietnam-Vatican jouaient un rôle important dans la promotion du respect et de la compréhension mutuelle. Le même jour, le secrétaire général du Parti communiste et président Tolam a participé et pris la parole à la table ronde sur le thème « Renforcer la coopération entre le Vietnam et les États-Unis dans le développement de l'industrie des semi-conducteurs et de l'intelligence artificielle ». Soulignant que le Vietnam est déterminé à se développer rapidement et durablement en s'appuyant sur les sciences, les technologies et l'innovation, le dirigeant vietnamien a encouragé les entreprises américaines à venir investir au Vietnam dans ces domaines. Selon lui, la coopération dans les domaines des semi-conducteurs et de l'intelligence artificielle ouvrira de nombreuses opportunités aux entreprises des deux pays pour promouvoir et exploiter conjointement les avantages de chaque partie.
Le secrétaire général du Parti communiste vietnamien et président Tô Lâm a assisté à la cérémonie marquant le premier anniversaire de l'élévation des relations entre le Vietnam et les États-Unis au niveau de partenariat stratégique intégral en prélude au 30e anniversaire de leurs relations diplomatiques. Dans son discours, Tô Lâm a remercié le gouvernement et le peuple américain de leur soutien au Vietnam lors du typhon Yagi. Il a ensuite qualifié l'évolution des relations bilatérales de processus exceptionnel, soulignant que cette trajectoire constitue un exemple emblématique de réconciliation et de reconstruction post-conflit. Le dirigeant vietnamien a exhorté les deux pays à renforcer leur coopération en mettant en œuvre efficacement leurs déclarations communes, en renforçant les échanges de haut niveau et en se concentrant sur les percées stratégiques dans les domaines de la science, de la technologie et de la formation des ressources humaines de qualité. Et toujours dans le cadre de sa visite de travail aux États-Unis, le secrétaire général et président Tô Lâm a également eu des rencontres avec le dirigeant du groupe Boeing, les dirigeants du Parti communiste américain à New York, les dirigeants de l'Asia Society Policy Institute et un groupe d'intellectuels d'origine vietnamienne vivant à Houston, aux États-Unis. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a présidé ce lundi une réunion gouvernementale centrée sur l'élaboration des lois. La réunion a porté sur 4 points majeurs: l'amendement de la loi sur l'assurance maladie, le projet de loi sur les données, la proposition d'une loi sur la protection des données personnelles et l'élaboration de la loi sur les avocats. Dans son discours d'ouverture, Phạm Minh Chính a insisté sur l'importance de la décentralisation et de la construction d'un État de droit socialiste du peuple, par le peuple et pour le peuple. Il a exhorté les ministres et hauts fonctionnaires à s'impliquer activement dans le processus législatif en allouant les ressources nécessaires. Le chef du gouvernement a appelé à réduire les procédures administratives et les coûts pour les citoyens et les entreprises. Il a également appelé à l'abolition de toute pratique susceptible de favoriser la corruption. Récemment, le comité central du parti a convenu d'une politique d'investissement pour l'ensemble du projet ferroviaire à grande vitesse sur l'axe nord-sud. Ce projet est nécessaire car, par rapport aux autres pays de la région, les chemins de fer vietnamiens sont de plus en plus en retard et posent des défis pour le développement de l'industrie en particulier et de l'économie en général. Il contribuera à ouvrir un nouvel espace de développement économique pour le pays. Le coût total d'investissement du projet s'élève à environ plus de 67 milliards de dollars. Cet écartement à voie unique de 1 mètre existe depuis plus de 140 ans. Les locomotives et wagons ont également une durée de vie de 13 ans, voire plus de 50 ans. Lorsqu'ils ne peuvent être remplacés, ils doivent continuer à fonctionner. En 1990, l'industrie ferroviaire desservait près de 3% du trafic total de passagers et le chiffre d'affaires des passagers représentait 12%. Depuis 2020, le transport ferroviaire de voyageurs ne représente plus que 0,1% des transports et près de 1% des rotations. Il est temps pour l'industrie ferroviaire de changer. En 2022, le transport ferroviaire a atteint 5,7 millions de tonnes, soit 2,5 fois plus qu'en 1990. Au cours de la même période, la production du transport routier a été multipliée par 50. Pendant longtemps, les chemins de fer ont toujours été inférieurs et ne pouvaient rivaliser avec les routes et les voies aériennes. Le transport ferroviaire perd progressivement son rôle prédominant dans les transports au service du développement économique du pays. Développer le chemin de fer à grande vitesse nord-sud sera une avancée. C'est un projet que l'ensemble du secteur ferroviaire attendait depuis longtemps. Il s'agit d'une décision extrêmement judicieuse et d'une bonne politique du gouvernement.
Le ministère des Transports a étudié et informé le gouvernement du moment approprié pour mettre en œuvre la route à grande vitesse nord-sud. Il s'agit d'un projet urgent. L'investissement dans le projet a fait l'objet de recherches minutieuses et approfondies dans le plan directeur national. L'investissement dans le train à grande vitesse est considéré comme un investissement pour l'avenir. Le projet apportera non seulement une efficacité économique, mais il aura également un impact sur de nombreuses régions économiques clés. Plus important encore, il s'agit d'une composante de l'écosystème global des transports modernes et durables. La tempête numéro 3 a causé des dégâts et a fortement affecté la production agricole, notamment l'élevage et l'aquaculture. Ce sont également les deux domaines où la croissance du secteur agricole est la plus élevée. Selon les premiers calculs préliminaires, l'industrie des fruits de mer a perdu environ 2500 milliards de dong et l'industrie de l'élevage a perdu environ 2000 milliards de dong. Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural vient de lancer une mobilisation générale des ressources pour rétablir rapidement la production de ces deux secteurs. Selon les représentants du département de l'élevage et de la pêche, la restauration rapide de ces deux domaines est une nécessité pour maintenir la dynamique de croissance et garantir l'objectif d'excédent commercial. C'est devenu une ressource importante pour approvisionner le marché en produits à la fin de l'année. À la suite de l'appel du ministère, l'industrie de l'élevage a mobilisé près de 7 milliards de dong et l'industrie de la pêche 85 milliards de dong auprès de près de 100 entreprises, organisations et particuliers. Certaines entreprises ont soutenu les matériaux HDPE, une thermoplastique fabriquée à partir de pétrole pour Vendôme et 1 million de variétés d'algues afin d'assurer l'approvisionnement en marchandises pour la fin de l'année. Outre le rapport et le rééchelonnement de la dette, les nouveaux prêts nécessitent également une attention particulière pour aider les entreprises à se rétablir. Nous souhaitons également que la Banque d'État, les banques commerciales et le gouvernement de supprimer un certain nombre de frais pour différentes volailles. Les semences, la nourriture, les produits chimiques désinfectants et l'équipement pour reconstruire l'infrastructure des cages et des poulaillers sont des produits prioritaires à soutenir. Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, en fonction de la quantité et du type de soutien, les responsabilités de chaque entreprise seront rattachées à chaque zone pour aider directement les gens pour une reprise efficace de leur production. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Dans le district de Mường Lát, province de Thanh Hóa, 214 élèves de l'internat secondaire ethnique Trung Lý ont été évacués d'urgence vers les lieux sûrs. Le comité populaire du district rapporte que cette action fait suite à de fortes pluies prolongées qui ont provoqué d'importantes fissures et glissements de terrain derrière l'internat de l'école. Des débris se sont effondrés dans 3 dortoirs d'étudiants et le glissement de terrain menace d'autres dortoirs. En raison de la situation complexe des inondations, le district de Mường Lát a annoncé que tous les élèves resteront en congé à partir de lundi jusqu'à nouvel ordre.
De plus, dimanche 22 septembre, la commune de Mueang Chang a également évacué 18 ménages vivant le long de la rivière Sim en raison de la montée des eaux et des courants rapides. Actuellement, 11 districts montagneux de Thanh Hóa sont à haut risque de crues soudaines et de glissements de terrain. Nguyên Bình et Bảo Lạc sont les deux districts les plus gravement touchés par les inondations et les glissements de terrain dans la province de Cao Bằng, avec 55 morts et 2 disparus. De nombreux glissements de terrain s'étendant sur près d'1 kilomètre continuent à se produire dans les villages. Les autorités locales ont donc évacué d'urgence les personnes des zones dangereuses vers les lieux sûrs. Selon les statistiques, actuellement, près de 1000 personnes doivent vivre dans des abris temporaires. Des fissures dans le sol ainsi que de la terre et des roches glissant sur les toits des maisons. 125 ménages de l'ethnie Dao ont dû quitter le village de Lũng Luông pendant la nuit. Ils vivent désormais dans des camps temporaires le long de la route. Il y a eu trop de glissements de terrain la nuit, alors tout le monde s'est enfui. La pluie était trop forte, j'ai dû trouver un endroit sûr pour rester en vie. Sur le plus haut sommet de la commune de Ca Thành se trouve un village de l'ethnie Mông. En raison des glissements de terrain, les villageois se sont temporairement abrités dans la cour de l'école maternelle. J'ai entendu des appels nous exhortant à partir rapidement. Nous ne pouvions plus rester là. Alors tout le monde a couru et le village s'est rapidement effondré. Sur les 1000 personnes de la province de Cao Bằng qui ont dû être relogées des zones à risque de glissement de terrain, la plupart restent temporairement dans de nombreuses zones montagneuses. La principale préoccupation des autorités locales est de trouver des terres sûres pour une réinstallation permanente. Les personnes vivant dans les zones montagneuses ne peuvent pas déménager. Ils doivent vivre avec les inondations. Il faut donc les avertir des risques de glissement de terrain et minimiser les dégâts. Le gouvernement devrait déployer un système d'alerte précoce au glissement de terrain pour la population. Malgré le danger, de nombreuses personnes retournent dans leur village pour s'occuper du bétail ou récupérer des objets de valeur. Malheureusement, lors de récents glissements de terrain dans deux villages du district de Nguyên Bình, plusieurs habitants sont morts en tentant de sauver leurs biens. Après plus de 10 ans de mise en œuvre de programmes nationaux cibles sur l'édification de la nouvelle ruralité, de nombreuses régions des hauts plateaux du centre ont fait preuve de créativité en encourageant les communautés à moderniser leurs pratiques agricoles, ce qui permet de favoriser la croissance économique locale. Cela a conduit à des améliorations significatives du niveau de vie des petits villages, contribuant ainsi au développement global du pays. Plus de 50 ans après la guerre, le village de Ching a retrouvé sa vitalité. Des maisons spacieuses et des croûtes en béton propre sont ornées de fleurs. Les villageois attribuent ces changements au mouvement de construction de la nouvelle ruralité, qui a eu un impact tangible sur leurs champs et leurs jardins. Au départ, nous avons planté du café, puis nous avons ajouté du poivre et récemment du durian en intercalaire. Après 2 récoltes de durian, nous avons enfin pu construire une maison. Mon mari et moi en sommes très heureux. Nous sommes reconnaissants au parti et à l'État pour leur soutien. Nous sommes encouragés à déployer de nouveaux modèles économiques pour améliorer nos revenus. De nombreux ménages sont capables à construire des maisons solides. Certains particuliers ont même fait don de terrain pour aider à élargir les routes. Les installations culturelles et sportives construites par la communauté ont transformé l'apparence des villages et amélioré la qualité de vie des habitants. Actuellement, l'accent est mis sur la préservation et la promotion de l'identité culturelle des minorités ethniques. Nous avons créé des coopératives artisanales. La ville leur fournit les conseils techniques, les compétences en gestion et la formation professionnelle pour préserver et transmettre l'artisanat traditionnel aux jeunes. À l'heure actuelle, la province de Đắk Lắk compte 79 communes sur 151 qui répondent aux critères de la nouvelle ruralité.
La présence de maisons traditionnelles à côté de maisons bien construites illustre le développement collectif de nombreux villages des hauts plateaux du centre aujourd'hui. À environ 150 km au sud-est de Hanoï, le parc national de Xuân Thủy, province de Nam Định, est une réserve naturelle importante du Vietnam. En 1989, Xuân Thủy a été reconnu comme le premier site Ramsar au Vietnam et en Asie du Sud-Est. Le parc national de Xuân Thủy est également connu comme un point d'escale important pour les oiseaux migrateurs. Rendons-nous dans ce parc pour découvrir sa biodiversité. Situé au sud de l'estuaire de Ba Lat du fleuve Rouge, le parc national de Xuân Thủy est le plus grand écosystème de mangroves du nord du Vietnam. En raison des valeurs uniques de l'habitat naturel et de la biodiversité, il a été très tôt reconnu comme le premier site Ramsar d'Asie du Sud-Est. Xuân Thủy a été reconnu en 1989 par la Convention de Ramsar, la Convention internationale sur la conservation des zones humides. Ce lieu a également été reconnu comme la première zone de migration pour les oiseaux en Asie du Sud-Est. Cela montre la grande biodiversité de la zone humide de Xuân Thủy. Les forêts de mangroves avec plus de 100 espèces de perroquets et de palétuviers créent une solide muraille anti-tempête, contribuant à fixer les alluvions et à empêcher l'érosion. En même temps, les forêts de mangroves servent aussi de filtre pour absorber les substances toxiques dans l'eau, régulant ainsi le climat de toute la région. La zone humide de Xuân Thủy compte 7 écosystèmes typiques, parmi lesquels l'écosystème des marais côtiers avec des forêts de mangroves est le plus typique. Le rôle de cet écosystème est extrêmement important en termes d'absorption du carbone. Selon une étude, la quantité de carbone absorbée par hectare de forêt de mangroves est 2 fois supérieure à celle d'un hectare de forêt terrestre. Les forêts de mangroves fournissent de la nourriture et créent un habitat paisible pour les oiseaux sauvages et les oiseaux migrateurs. Chaque année, sur la route migratoire, de nombreuses volées d'oiseaux du Nord choisissent le parc national de Xuân Thủy comme point d'escale avant de poursuivre leur voyage vers le sud. On y a enregistré l'apparition d'un certain nombre d'espèces d'oiseaux rares répertoriés dans le livre rouge international, parmi lesquels les spatules à bec noir représentant parfois jusqu'à 1/5 de la population mondiale de cette espèce. Cette espèce d'oiseau en voie de disparition est également devenue le symbole du parc national de Xuân Thủy. Sur plus de 220 espèces d'oiseaux recensées dans le parc de Xuân Thủy, environ 150 espèces sont des oiseaux migrateurs. En 2017-2018, nous avons recensé la présence de 50 à 60 spatules à bec noir venant chaque année au parc national de Xuân Thủy. Cependant, depuis 2021 et 2023, le nombre a atteint plus de 80 individus et est resté assez stable. Le parc national de Xuân Thủy fait partie de la route de migration reliant des pays d'Asie de l'Est à l'Australie. Chaque année, des dizaines de milliers d'oiseaux migrent à travers 22 pays. Même lorsque ce n'est pas la saison des oiseaux migrateurs, nous avons quand même découvert de nombreuses espèces d'oiseaux indigènes, notamment des cigognes. Travaillant dans le parc national depuis sa fondation en 2003, Lê Tiến Dũng est chargé du travail de conservation de l'environnement. Il a effectué des milliers de patrouilles.
Notre travail consiste à patrouiller et à prévenir les dommages aux ressources naturelles. Il s'agit non seulement de recenser et de protéger les oiseaux et les plantes, mais aussi les ressources terrestres et les ressources en eau. Nous devons prévenir et empêcher toute violation et activité de pêche destructrice. Pour une patrouille, les employés doivent parcourir environ 100 km de route ou plus. Pour une patrouille, les employés doivent parcourir environ 100 km de route ou plus par jour. À chaque saison d'oiseaux migrateurs, une tâche importante est de lutter contre la chasse et la consommation d'oiseaux sauvages. Parallèlement aux patrouilles, les gardes forestiers et les employés du parc mettent l'accent sur les activités de sensibilisation auprès de la population sous de nombreuses formes, par haut-parleurs ou par dépliants. L'image des oiseaux volant dans le ciel en saison de migration est une preuve éclatante que le parc national de Sơn Thủy est une terre paisible et prospère, digne de son statut de premier site Ramsar du Vietnam ainsi que de l'Asie du Sud-Est. En fin du journal, découvrons tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam pour demain. Les informations sur la météo a clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à demain.